Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Chronogramme de la transition, le CND se prononce enfin en session plénière ce mercredi. La majorité a adopté 36 mois, soit 3 ans comme durée de la transition. Cette proposition qui vient revoir à la baisse de 3 mois la proposition du président de la transition. Violence sur des journalistes, le phénomène persiste encore en Guinée. Hier mardi, c'est un journaliste de Adafo Kania qui a été roué de coups violents par un homme en uniforme alors qu'il était en exercice de sa fonction. Un comportement condamné avec la dernière énergie par le syndicat des professionnels de la presse guinéenne. Et notre angle de ce soir nous conduira à Simbaraya, un village presque parmi les oubliés de la République. Poste de santé minable, espace de jeunesse absent, pas d'école. Ce village est pourtant voisin à de grands projets d'électrification du pays. Kaleta et Swapiti. Antoinette Dédé Onivogui sera dans ce journal pour plus de précision. Je vous le disais à l'instant, le Conseil national de la transition adopte le chronogramme de la transition, 36 mois, soit 3 ans. C'est le délai de la transition qui a été adopté. C'est l'écrasante majorité des conseillers qui a voté pour l'adoption de ce chronogramme. La plénière de cet après-midi a aussi été précédée d'une conférence de presse pour présenter le rapport final à des consultations des conseillers qui ont touché des citoyens de toutes catégories. Mamadou Kalisso et Ibrahim Assouma. Le gouvernement et le CNRD avaient proposé une période de 3 ans, 3 mois par rapport aux étapes clés de la transition. Le CNT, après moult débats, a entériné 36 mois. Les conseillers nationaux de la transition estiment que 3 ans sont suffisants pour conduire la transition. Avant le vote, un conseiller qui a demandé une motion en vain s'est retiré de la salle. Cet autre a estimé que c'est au CNRD et les forces vives de la nation de déterminer la durée de la transition. Par les forces vives de la nation et le CNRD. Et les forces vives de la nation, c'est pas le CNT. Même le gouvernement l'a reconnu. Je vous remercie. Des observateurs estiment que le CNT a fait un travail inachevé. D'autant plus qu'on ne sait pas ces 3 ans entérinés courent à partir de quand. Un peu plus tôt, lors d'une conférence de presse, ces conseillers avaient présenté le contenu du rapport final de leur mission à l'intérieur du pays. 25 000 Guinéens ont été touchés de façon directe et indirecte. Organiser des élections libres et transparentes, la justice pour tous, la récupération des domaines de l'État et la lutte contre la corruption sont assez revenus dans les différents échanges avec les citoyens à la base, selon le contenu du rapport. Sur la relation entre l'administration centrale et les collectivités locales, 49% des personnes interrogées estiment qu'elle est productive. En ce qui concerne la réconciliation nationale, 93% disent se sentir à l'aise en évoquant le sujet, contre 7%. Selon ce rapport final, 77% sont favorables au bipartisme. Cela pourrait réduire considérablement l'ethnocentrisme. Nous n'allons pas photocopier textuellement ce qui a été dit dans les textes que nous allons élaborer. Nous allons écouter aussi les avis des experts, notre propre expertise, mais aussi se faire aider par la diversité politique ou la diversité des opinions politiques pour pouvoir construire un élément d'orientation pour notre pays. Pendant ce temps, la classe politique, elle, fait front commun et menace de s'opposer à cette démarche. Le RPG Arc-en-Ciel est allié en conclave avec la coalition des 58 partis politiques. Cet après-midi, la situation sociopolitique du pays au cœur de la rencontre qui s'est tenue au siège de l'UFDG. Si la durée de la transition de 39 mois proposée par le chef de la junte divise sa validation par le Conseil national de la transition, reste aussi une pomme de discorde entre la classe politique et les militaires au pouvoir. Antoinette Dédé Onivogui. C'est arrivé à un moment où personne ne s'attendait à leur union. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Le RPG et l'UFDG trouvent plus que jamais la nécessité de s'unir pour faire front commun contre la junte au pouvoir. Au terme de 2 heures de rencontre, les deux adversaires politiques ont rappelé dans une déclaration que la charte de la transition dispose en son article 77 que la durée de la transition est déterminée en commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Et donc, rejette avec la dernière énergie l'ajout du CNT comme organe de validation de cet accord. En conséquence, le G58 RPG Talier s'oppose à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Ils prennent à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale, d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus. Poursuivant, les opposants au CNRD renouvellent leur appel pour la mise en place d'un véritable cadre de dialogue. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives, ouvert aux partenaires techniques et financiers sous la médiation de la CEDEAO. Le G58 et alliés appellent à la mobilisation des troupes pour défendre les acquis démocratiques. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier appelle ses militants et militantes, ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice, de rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenu par notre vaillant peuple. Une déclaration dont la teneur est indicateur de divorce entre la junte et l'essentiel de la classe politique du pays. Djenab Diallo, une veuve résidente au quartier Dixine Centre 2, comme beaucoup d'autres citoyens du même quartier, pourrait se retrouver bientôt sans abri en cause des fissures sur son bâtiment causées par des eaux de ruissellement qui n'ont plus de passage. Des travaux d'aménagement des voiries engagés par le ministère des Infrastructures et des Transports sont aux arrêts depuis quelque temps. C'est un constat de Justin Leno et de Meshak Sonda Kourouma. Nul ne le lui souhaite, mais très prochainement, Djenab Diallo, veuve, pourrait se retrouver sans abri et pour cause, l'orientation des canaux d'évacuation d'eau vers sa concession qu'elle habite depuis 1973. Tout descend chez nous ici. Ça commence vers Avaria là-bas, ça descend jusqu'ici là. Donc chaque mois de pluvieuse, vraiment, nous on ne dort pas la nuit. La veuve a avancé en âge et ne travaille plus. Un toit pour Djenab Diallo, c'est ce dont elle ne rêve pas car, dit-elle, c'est un objectif humanitaire souvent difficile à atteindre à Conakry. Donc vraiment, nous prions le gouvernement de nous aider et à évacuer tout ça là. Bon, ils n'ont qu'à creuser ça là, mettre les dalles au moins. Sinon, vraiment, cette année-là, vraiment, nous, on a peur cette année encore. À Dixine Centre 2, Djenab Diallo ne sera pas la seule victime des travaux d'aménagement des voiries urbaines censés aider les populations. Baba Kamara, lui aussi, nous conduit vers sa concession fissurée. En fait, ils ont créé les nouvelles canalisations au niveau de la partie haute de Dixine pour drainer les eaux qui quittent sur l'autoroute, qui quittent à la Pharma-Guinée, qui quittent au moins dans 3 coins différents et tout ça orienté vers la partie basse de Dixine. Mais le drame, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la partie basse, ils n'ont pas réalisé les mêmes infrastructures qu'ils ont réalisées au niveau de la partie haute. Aujourd'hui, les habitants demandent une seule chose, finaliser les canaux et les orienter où il n'y aura aucune conséquence sur leur habitation. À coup sûr, il y aura des dégâts considérables. Alors pour ne pas qu'il y ait ces dégâts, il faudra que les autorités prennent les dispositions qu'il faut afin de demander à l'opérateur qui réalise ces infrastructures de pouvoir continuer. Au ministère des Infrastructures et des Transports, nous apprenons hors micro que les travaux sont aux arrêts pour raisons techniques. Il pourrait reprendre le lundi prochain. Parlons santé. Dans cette édition, le centre de santé de Matoto ne fonctionne plus depuis bientôt 2 ans. Les conséquences de cet arrêt des activités de soins se font ressentir sur les populations environnantes. Elles ne comprennent pas pourquoi le centre est arrêté. Elles demandent aux nouvelles autorités de faire face à ce problème. Ismaël Nabé et Ibrahim Sori Kamara nous signent ce reportage. Ce bâtiment était il y a 1 an le nid d'espoir pour plusieurs citoyens de la municipalité de Matoto. Il abritait le centre de santé de la commune. Mais il y a bientôt 2 ans que le personnel a été transféré pour des raisons de travaux.
Aujourd'hui, les populations riveraines sont contraintes de parcourir des kilomètres pour se soigner. Ça ne nous a pas arrangé. Les gens qui venaient ici pour amener les enfants, nos enfants à l'hôpital, c'était tout près de nous. Et ils nous arrangeaient. On se connaissait ici très bien. Des fois, quand on vient, même s'il n'y a pas l'argent, les gens là nous arrangeaient. Mais au moment où ils quittaient ici, ils nous ont dit qu'ils sont vers Sonfonia. On ne peut même pas aller là-bas. Il y a des gens qui viennent ici, qui traînent ici jusqu'à Sonfonia. Il y a certains qui vont jusqu'à l'aéroport. Vraiment, ça nous fait souffrir ici. À ces jours, c'est un bâtiment qui sert de refuge aux délinquants et aux sans-abri qui y passent souvent la nuit. Ces mégots et chambres, ou encore ces déchets, en disent long sur les locataires. Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à nous aider pour notre centre de santé ici. Vraiment, nous souffrons énormément. Et puis il y a des gens qui viennent ici. Ils font tout, on ne dort pas ici. Les bandits sont venus ici, maintenant c'est ici qu'ils dorment. Ils font tout ici, ils saccagent tout. On ne dort pas. Donc, nous voulons qu'on nous aide ici. Ils n'ont qu'à nous aider. Il y a d'avoir un centre de santé ici. Tout le quartier là, on n'a aucun centre de santé ici. Pourquoi les travaux de reconstruction du centre de santé ont été arrêtés? Nous avons posé la question au premier responsable de la municipalité. Non, jusqu'à maintenant, vous savez, depuis l'arrivée de nouvelles autorités, ils ont essayé d'éviter les décaissements fantaisistes. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, aucun financement à partir de l'AFICON qu'on a reçu. Selon la directrice, le personnel du centre de santé de Matoto a été muté à l'hôpital régional de Anta avant d'être mis en congé technique par une note du département en charge de la santé. La problématique de l'assurance pour le secteur du transport en Guinée, on en parle dans cette édition. Des citoyens rencontrés ignorent l'importance de cette initiative et certains conducteurs d'engins signent des contrats d'assurance juste pour échapper au contrôle des agents de la police. Bernard Koundouno et Aliouba se sont intéressés. Suivez. À l'image de plusieurs pays du monde, il est imposé à tout conducteur de véhicules, motos et autres engins de se faire assurer. En Guinée, plusieurs citoyens ignorent l'importance de l'assurance. Ceux qui le font ont une autre préoccupation différente de l'assistance en cas de sinistre. Pour ne pas que les policiers nous fatiguent, c'est pour cela qu'on paye l'assurance. Parce qu'en ce qui concerne les accidents ou autre chose, bon, l'assurance, vraiment, ça ne nous sert à rien. En République de Guinée, le taux d'assurance est en dessous de 5% selon les spécialistes. L'une des raisons, ces conducteurs d'engins le savent bien, d'où leur réticence. J'avais un moto qui fait l'accident avec un vieux. L'affaire de l'assurance, là, jusqu'à présent, je n'ai pas... Donc, il n'y a pas eu concret. Et pourtant, le contrat d'assurance est obligatoire conformément à l'article 65 du Code des assurances. Elle a bien une utilité loin de celle qui consiste à échapper au contrôle des agents de police. Le consommateur, le citoyen guinéen, évite de dire à tout moment « je prends un contrat d'assurance, je prends une vignette d'assurance pour vite éviter les policiers ». La problématique de l'assurance en Guinée, Awa Tamoura l'a bien comprise. Spécialiste du domaine, elle apporte son analyse sur le dossier. Il y a aussi un problème du côté de l'assureur. Il ne prend pas la peine de véhiculer ce pourquoi ce contrat-là est en vigueur et il doit être là. En cas de sinistre, il existe bien une structure qui devrait prendre en charge des victimes, affirme cette spécialiste. Il y a une institution, le Fonds de garantie automobile, qui intervient dans ce genre de cadre-là, qui saisit de ce genre de dossier pour les personnes qui ne répondent pas à l'obligation de responsabilité civile en l'article 64 du Code des assurances. Manque d'information ou de communication, pour Awa, il y a besoin de communiquer sur l'importance des assurances pour rehausser le taux d'assureurs, mais aussi améliorer la prise en charge des victimes de sinistres en Guinée. Dans un communiqué en date de ce 10 mai, la Haute Autorité de la Communication a informé les propriétaires de médias que la somme de 3 329 484 000 francs guinéens accordée aux médias privés et à la Maison de la Presse par le gouvernement pour la couverture de leurs dépenses de fonctionnement au titre de la subvention de l'exercice 2022 est disponible. Suivez-le dans cet extrait de Mohamed Valek Touré.
Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement la mise à disposition par le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de la subvention des médias. Et déjà hier, nous avons publié un communiqué pour demander aux associations de presse de procéder au partage, comme il est de coutume. La haute autorité de la communication ne fait qu'arbitrer. Lui, il a été roué de coups violents ce mardi de la part d'un groupe de militaires au cours d'une opération de marquage des bâtiments devant être réquisitionnés dans le cadre de l'opération de récupération des biens de l'État. Mohamed Mbemba Kondé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été violemment frappé par des hommes en uniforme à Kindia sous prétexte que ce dernier aurait refusé de céder le passage dans un endroit aussi restreint. Reportage Aboubakar, Kevin Silla et Djibril Kamara. Des coups violents, ce journaliste les a reçus ce mardi lors de son altercation avec un groupe d'hommes en uniforme au grand marché de Kindia, sous prétexte qu'il aurait refusé de céder le passage. Roué de coups, Mohamed Mbemba Kondé, journaliste à la radio Espace FM Kania, a été transporté d'urgence à l'hôpital régional pour des soins médicaux. Un acte que le directeur régional du groupe Adafo Média Kindia regrette. Je pense que ce qui se passe à Kindia, c'est déplorable. Surtout, nous sommes dans ce mois de mai qui est consacré à la liberté de presse. Pour rappel, c'est au cours de l'opération de marquage des bâtiments devant être réquisitionnés dans le cadre de l'opération de récupération des biens de l'État que ce malheureux incident est survenu au grand marché de Kindia. Sur le corps de la victime, les traces de cette altercation sont visibles. À Kindia, cet acte des hommes en uniforme met les journalistes en colère. C'est avec regret qu'on a accueilli cette agression, cette énième agression d'un de nos confrères ici à Kindia. Donc c'est déplorable que dans l'exercice de son métier, qu'on assiste à de telles scènes. Selon cet autre journaliste, depuis la venue du CNRD au pouvoir le 5 septembre dernier, aucun journaliste guinéen n'a été d'abord inquiété. Mais cette attitude des hommes en uniforme de Kindia est une mauvaise image pour la junte militaire. Depuis qu'il est venu, il a poursuivi beaucoup de cadres guinéens, mais personne n'a entendu qu'un journaliste a été poursuivi en Guinée. Donc nous avons compris que ces militaires qui sont à Kindia, ils sont les premiers à saboter les actions du colonel Mamadi Doumbouya. Ce mardi, les premiers examens ont démontré que le journaliste victime présenterait un risque d'hémorragie thoracique interne. Restons toujours dans le même cadre pour dire qu'au lendemain de cette altercation, l'antenne régionale du syndicat de la presse professionnelle de Kindia a fait une déclaration ce mercredi à cet effet en condamnant fermement cette attitude des militaires. Par conséquent, l'antenne demande justice pour le journaliste et par la même occasion décide de boycotter toutes les activités du gouvernorat ainsi que celles de la préfecture jusqu'à nouvel ordre. On écoute le secrétaire général adjoint du SPPG Kindia, Aboubakar Buntourabi Dramé, au micro de Aboubakar Kevin Silla. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions et puis célébration ce mercredi des 3 années d'existence du tribunal du commerce. Les ministres sectoriels et plusieurs institutions ont à l'occasion suivi en panel sur le rôle, le fonctionnement et les perspectives du tribunal. Au-delà d'un bilan positif affiché, des défis majeurs s'imposent au département de la justice pour notamment implanter ce tribunal à l'intérieur du pays. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. C'est un tribunal très peu connu du grand public. Ici, ce sont les différends entre commerçants, opérateurs économiques et entreprises qui se traitent ici. À la différence des autres tribunaux, les procès se tiennent dans les délais et les décisions souvent acceptées par les différentes parties. Au thème des 3 années d'exercice du tribunal, nous avons pu enregistrer 3336 dossiers
2394 décisions ont été rendues, soit 75% des dossiers reçus. Et 674 voies de recours ont été exercées seulement. Ils sont issus soit des banques, du patronat ou des institutions consulaires. La Cour d'appel du tribunal du commerce est vivement sollicitée, mais déjà, le traitement des dossiers fait l'unanimité. Se bat pour que les décisions soient collégialement prises, se bat pour que ces décisions soient diffusées. Donc nous, du secteur bancaire, nous sommes très fiers de ce tribunal, puisque, comme ça a été vu, il y a la célérité, mais surtout aussi la qualité. Une forte attente pour poursuivre nos efforts avec la dernière étape incarnée dans la mise en place d'une cour d'appel de commerce. Le ministère de la Justice félicite les cadres pour les résultats obtenus et promet de s'investir dans l'exécution des programmes en cours. Reçoit une dotation budgétaire 2022 de l'ordre de 1,980 milliard de nos francs. Et à présent, nous avons engagé pour le premier trimestre un montant de 495 millions qui sont déjà, le montant est déjà à la Banque centrale pour paiement. Faut-il souligner que le champ d'action du tribunal de commerce de Conakry se limite dans la capitale alors que les régions n'en possèdent pas pour le moment. Revenons à Kindia pour dire qu'au lendemain de cette altercation, l'antenne régionale du syndicat de la presse professionnelle de Kindia a fait une déclaration ce mercredi à cet effet en condamnant fermement cette attitude des militaires. Par conséquent, l'antenne demande justice pour le journaliste et par la même occasion décide de boycotter toutes les activités du gouvernorat ainsi que celles de la préfecture jusqu'à nouvel ordre. On écoute le secrétaire général adjoint du SPPG Kindia, Aboubakar Buntourabi Dramé, au micro de Kevin Silla. C'est avec regret et une grande indignation que l'antenne régionale Kindia du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a appris dans la matinée du mardi 10 mai l'agression physique et verbale du journaliste, reporter à la radio Espace Kania, Mohamed Mbemba Kondé. L'antenne régionale du SPPG Kindia condamne avec la dernière énergie cette agression barbare venant des éléments censés assurer la sécurité des citoyens, mais surtout garantir la liberté de la presse dans notre pays. Par conséquent, le SPPG Kindia décide de la suspension de toutes les activités de couverture médiatique du gouvernorat et de la préfecture de Kindia. Exige des explications des agents mis en cause dans cette agression. Le SPPG Kindia n'exclut pas des procédures judiciaires auprès du tribunal militaire pour fustiger cet acte qui ne reflète en rien l'image de l'armée guinéenne. En attendant l'action judiciaire, nous demandons des sanctions disciplinaires contre ces agents sous peine de déclencher une série de manifestations dès la semaine prochaine. Le bureau régional du commerce, de l'industrie et de l'artisanat vient d'installer par les autorités de Zérékoré. La cérémonie a connu une forte mobilisation des commerçants et le nouveau bureau promet un travail dans l'intérêt de tous. Moïse Bitelama nous fait le compte-rendu. C'est la salle de réunion de la bibliothèque de Zérékoré qui a servi de cadre à la cérémonie. Plusieurs commerçants sont venus des différentes préfectures de la région. La délégation d'installation se dit satisfaite et promet que ce bureau va aider les commerçants. C'est de montrer à la région de Zérékoré qu'à partir de maintenant, il y a une chambre régionale du commerce qui fait l'interface entre l'État et les opérateurs économiques. Que tous les opérateurs économiques qui ne se sentent pas isolés et quand elles ont des problèmes, elles sont aujourd'hui un interlocuteur vis-à-vis de la population. Le nouvel élu à la tête du bureau régional du commerce, de l'industrie et de l'artisanat promet de travailler dans l'intérêt des commerçants. Je m'engage devant vous, je m'engage devant tous les opérateurs économiques qui sont venus assister, alors que je veux améliorer alors mon travail
Parce que c'est à travers de mon travail, si je me trompe, alors c'est à travers de mon travail que j'ai été réélu. Et tous les opérateurs seraient satisfaits et 100%. À rappeler que cette installation intervient au moment où beaucoup de problèmes sont signalés dans le commerce de la région. L'événement J-Award tend vers son institutionnalisation. C'est dans ce cadre que le coordinateur de ce grand événement qui réunit plusieurs jeunes autour d'un idéal commun, celui de la construction de la Guinée, a signé ce mercredi un partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Les clauses de cette convention pourraient aider les jeunes à bénéficier des accompagnements. Mariam Fodé Camara commente les images de Aboubakar Dine Camara. Depuis plusieurs années, la structure Intelligentsia Guinée, organisatrice des J-Awards, valorise le talent des jeunes Guinéens. Depuis 4 ans, elle cherche à institutionnaliser l'événement qui réunit plusieurs jeunes autour d'un idéal commun, celui de la construction d'une Guinée émergente. C'est désormais chose faite puisque le coordinateur de l'événement a signé un partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Un défi relevé parmi tant d'autres. Beaucoup de défis à relever, notamment ce premier que nous avons réussi par la grâce de Dieu à relever, celui de sceller une convention avec notre institution de tutelle, le ministère de la Jeunesse ensuite. C'est celui de pouvoir effectivement faire accompagner les jeunes par les PTF, les partenaires techniques et financiers, afin qu'ils puissent effectivement avoir un plus à travers leur passage par le canal des J-Awards sur leurs différentes activités. Pour le ministre de la Jeunesse, cette convention donnera plus de légitimité à la structure et va permettre aux initiateurs d'obtenir des moyens avec d'autres partenaires. Je dirais qu'effectivement c'était important pour le ministère aujourd'hui d'accompagner une structure comme le J-Award. Donc pour le ministère, il était important effectivement d'accompagner ce processus et de faire un véritable partenariat aujourd'hui qu'on a signé, je pense, après 4 ans de fonctionnement aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un signal pour dire que le ministère de la Jeunesse est là pour les jeunes. L'une des attentes des initiateurs est d'aider les jeunes lauréats à franchir le cap dans leur activité, a indiqué le coordinateur. Et nous espérons vraiment que cette transition sera l'opportunité idéale pour pouvoir permettre aux jeunes de s'approprier de leur Guinée. Selon certaines clauses de ce partenariat, les membres de la structure bénéficieront d'un accompagnement du ministère de la Jeunesse qui va les aider dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers, ainsi que le gouvernement. Comment résoudre les problèmes qui gangrènent notre pays dans le domaine sportif, notamment la formation, les infrastructures? C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce mercredi entre les cadres du ministère des Sports et des experts béninois. L'idée est de permettre aux différentes fédérations guinéennes d'initier des projets pouvant bénéficier de financement, un financement qui permettra de doter la Guinée de structures adaptées et surtout aux athlètes de participer aux compétitions comme les JO, la CAN, entre autres. Alseni Bari, Mohamed Capello, Silla. Cette conférence a pour but de faire un état des lieux, des forces, des faiblesses du sport en Guinée. Une rencontre qui vise à apporter une contribution aux 38 fédérations guinéennes afin qu'elles puissent initier des projets allant dans le développement des différentes disciplines. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Il y a de gros projets qui vont venir ou qui sont en train de se faire au niveau international. C'est comment voir l'état un peu de préparation de ces fédérations-là pour qu'on puisse dire telle fédération a besoin d'un appui parce que si on l'appuie maintenant, on pourra faire effet de levier avec un financement qui arrive soit dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, soit dans le cadre de la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, il y a des programmes qui existent et le discours du ministère, c'est de dire l'État ne peut pas tout faire. Donc essayons de faire que les fédérations elles-mêmes développent des moyens et des ressources pour que, mis ensemble, on puisse, bien sûr, 13 millions de Guinéens ont besoin d'une offre sportive. Le ministre des Sports espère que les fédérations seront renforcées et sauront être capables de dénicher des fonds à l'étranger sans tout attendre de l'État. Mon objectif ici par rapport à cette rencontre, c'est que les fédérations puissent être renforcées dans leur capacité notamment de production, leur capacité d'accompagner leurs sportifs, leur capacité de gérer leur fédération.
surtout aussi leur capacité de se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut trouver, nous, de l'autre côté aussi, la possibilité de trouver des moyens au-delà de ce que le gouvernement est capable de nous donner aujourd'hui. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent qui peuvent tourner dans le privé, qui peuvent se trouver dans les institutions internationales. Et je pense que les fédérations aussi peuvent effectivement se renforcer à travers cette formation qui va leur permettre d'avoir des capacités beaucoup plus importantes pour aller chercher ça. Cependant, il faut noter que la formation, les infrastructures sportives manquent dans notre pays, surtout le sport à la base. À cela s'ajoutent les moyens limités qui pourraient d'ailleurs être résolus à travers cette séance de 2 jours. Dans un instant, c'est l'angle de la rédaction juste après cette courte pause. Simbaraya, avec une population de plus de 5000 habitants, connaît un manque criard d'infrastructures de base, postes de santé minables, espaces de jeunesse absents, pas d'école. Ce village, pourtant voisin à de grands projets d'électrification du pays, Kaleta et Soapiti, est aujourd'hui laissé pour compte. C'est notre sujet grand angle de ce soir. Il est signé Antoinette Dédé Onivogui et Alceni Camara. Simbaraya est un village situé à 35 km de Tondon, une sous-préfecture de Doubreka. Ce gros village de près de 5656 âmes est difficile d'accès à cause de ses routes montagneuses et manque de tout. Je vais vous dire quelque chose. C'est une sous-préfecture dont les districts se situent l'un de 30 à 40 km l'un de l'autre. Pour accéder à ces lieux, ça demande beaucoup de courage parce que c'est montagneux. Et mieux que ça, les petites rivières qui devaient servir nos villages là, il n'y a plus d'eau dans ces rivières, compte tenu de la sécheresse. Est-ce que vous voyez? Alors là, nous souffrons. Il y a la chaleur. Voilà, en principe, nous avons beaucoup de difficultés, hein, mais affaire d'eau, affaire de route, affaire d'électricité, il reste les priorités. À cela s'ajoute le manque d'espace de loisirs pour les jeunes. Le village ne dispose que d'un poste de santé, d'une école de 5 salles de classe et une mosquée inachevée. Toutes ces infrastructures ont été financées par les populations. Après Tondon, c'est Simbara, Benara. Là-bas, il y a Tabirin, Tondon Mara, Simbara Nara. Parce que beta Tondon Muba be faida. Mais bema to bakura mona. Tondon n'est pas assez grand qu'ici, mais regardez comment nous souffrons. Tu ne verras aucune trace de gouvernement dans ce village. L'hôpital qui est là, c'est grâce à nos cotisations. Même l'école et la maison de la jeunesse que nous voulons construire, nous n'avons pas eu d'aide. La maison de la jeunesse, il y a des mais Asembe donc mugara ba ma fere nan ya mina ki mota na tire donc i banque na to projet na fima mais amuna mo walde parce que départ fani muna mota na débrouiller ma mokan. Ici, on ne parle pas d'emploi des jeunes, encore moins d'émancipation. Le seul moyen pour les jeunes de se divertir est de se regrouper au moins 2 fois chaque mois pour suivre la télévision et pratiquer l'agriculture ou le commerce pour se faire de l'argent. Nous travaillons quand même, mais c'est de l'agriculture que nous vivons. À part ça, nous n'avons rien d'autre à faire, sauf le commerce. À en croire le porte-parole des jeunes, les populations en ont marre des promesses jamais tenues par les autorités en leur faveur. J'ai comme l'impression que la jeunesse de ce village n'est pas considérée par les décideurs publics, puisque nous ne voyons rien de concret. Notre village n'a encore rien bénéficié, aucun intérêt. Simbaraya est une zone enclavée où la précarité est bien présente. La localité a l'avantage de cohabiter avec les barrages hydroélectriques de Kaleta et de Soapiti, 2 gigantesques projets d'électrification qui ne profitent pas à ces populations riveraines. Tondon Centre en a bénéficié à travers Kaleta.
Mais tous les autres districts, les 39 districts, il n'y a pas eu de courant. Pas de courant. Alors que nous sommes trop menacés par nos populations. Dire que Soapiti et Kaleta se trouvent dans notre sous-préfecture. S'il était question, on devait bénéficier du courant plus que toutes les autres sous-préfectures de la Guinée. Mais Dieu n'a pas voulu à ce que cela soit jusqu'à nos jours. C'est une réclamation, c'est une sollicitation auprès de l'État pour nous aider à soulever cette somme. Un exemple, alors la gamme c'est Tobieto. Ah, nous sommes retournés yati. Banon dina nyoko. Quand c'est le jour du marché hebdomadaire, nous souffrons pour le manque d'eau. Ici, les étrangers ne viennent pas avec de l'eau et nous souffrons après leur départ. Un pack d'eau se discute ici à 12 500 francs guinéens. 12 000 francs. Ce n'est pas tout. Simbaraya est aussi un village cosmopolite et un grand centre de négoce. Pendant le marché hebdomadaire, elles sont nombreuses à rallier ce village pour trouver de quoi ravitailler les marchés de Conakry. Quand je viens ici, je cherche toutes sortes de marchandises. Du charbon, des légumes, des fruits, tout ce que je gagne, je vends. Même du savon noir. Même si c'est gagné à vil prix dans ce district, l'état des routes et la cherté des transports sont quelques raisons qui les motivent à augmenter les prix une fois à destination. Comme c'est les légumes et des fruits, donc des choses pourrissables, c'est pourquoi on les vend cher. Parce qu'il n'y a pas de route ici. Après les achats, nous pouvons faire des jours avant d'arriver à Conakry. C'est tout notre problème. C'est cette tendance négative que les jeunes souhaitent combattre en attirant l'attention des décideurs publics. Et notre rubrique publie reportage, c'est tout de suite dans ce journal. Les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat de Guinée ont désormais un site web. Cette nouvelle plateforme numérique va servir de vitrine pour la vulgarisation de leur activité. Et puis l'association des ressortissants pour le développement de Djouria, dont la préfecture de Dalaba, de nouveau au chevet de leur localité pour le bien-être de la communauté. Les fils de Djouria installés aux États-Unis, en Europe, en Asie et partout en Afrique contribuent pour l'accès aux besoins sociaux de base. On voit tout cela avec nos reporters Ali Badara Kamara et Alpha Ousmane Ba. C'est un outil d'information et de vente des produits des sortants des 29 centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles de la Guinée. L'initiative s'inscrit en droite ligne avec la politique nationale de modernisation du gouvernement de transition sous l'égide du département de tutelle. Cet outil permettra non seulement aux femmes de faire connaître leurs produits finis, de nouer des partenariats à l'étranger, parce que nous tendons dans les CAF à aller vers le e-commerce avec ces femmes qui produisent dans les CAF. Vous savez que les femmes dans nos différents CAF produisent non seulement de la teinture de Guinée, de l'indigo de Guinée, mais elles sont également aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Le projet est appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au-delà de son aspect informatif et commercial, ce nouveau site va assurer la visibilité et l'accessibilité des produits locaux, une manière de valoriser des qualités entrepreneuriales des filles et femmes du pays. Il faut souligner, cette plateforme devra répondre sans restriction aux besoins pressants de visibilité de l'ensemble des activités des femmes entrepreneuses et artisanes afin d'assurer une véritable promotion de leurs produits. Pour ce qui est de sa personnalisation,
Une équipe jeune et dynamique a été constituée par la direction générale des CAEF. Il y aura des centres d'achat, d'accord, physiques mais aussi virtuels. Parce que par rapport au site internet, on a besoin d'afficher les prix, de mettre en place cette fenêtre virtuelle-là. www.caf.com est l'adresse du nouveau site web des centres d'autonomisation des filles et femmes de Guinée. Un dépistage du diabète, la tension artérielle, soins de tous les enfants, les parasites. Le village de Ndiouria, préfecture de Dalaba rayonne, à travers la détermination de ses fils ressortissants installés à travers le monde. Des médecins ont été déployés à Ndiouria avec une importante quantité de médicaments pour dépister et soigner la communauté. Les populations locales et les fonctionnaires en service à Ndiouria ont massivement répondu à l'appel. La fin des cours, je suis venu, j'ai même alerté les élèves aussi. Et après, il faut venir. Venez, vous allez vous dépister, vous allez voir quelles sont les maladies dont vous souffrez. Donc si vous me voyez ce matin ici, c'est dans ce cadre. Donc je suis venu pour qu'on me dépiste, voir avec ma masse là, est-ce que je ne souffre pas de quelque chose. Dans ce dépistage en masse, les femmes et les enfants sont en priorité. Ils ont été soumis à la consultation, aux examens, aux soins. Des produits leur ont été dotés gratuitement. Nous avons été consultés, ma tension est normale. Je n'ai pas de diabète aussi. Mon enfant aussi ne présente aucun problème. Nous avons reçu des produits médicaux. Nous remercions les ressortissants. Moi, j'ai une santé fragile. Ma tête et mes pieds chauffent. J'éprouve des douleurs de la bouche au cœur. Je suis venu me faire soigner pour ça. Professeur Abdraman Ndiouria Diallo, également fils du village du même nom, a dirigé les opérations de dépistage, accompagné d'un laborantin et un pédiatre. Il loue l'implication des jeunes ressortissants pour le bien de Ndiouria. Aux jeunes ressortissants de ce village, de Missi de Ndiouria, ils ont accordé, ils ont envoyé un peu d'argent. C'est comme ça que nous faisons un dépistage massif de cette pauvre population. Nous avons des gens ici paralysés, des gens qui ont le diabète inconnus, des gens hypertendus méconnus et des gens couchés qui n'ont personne pour leur donner des soins. Donc, c'est des soins très importants qui soulagent les gens. C'est un important point à souligner et à encourager. Et déjà, nous avons un premier résultat. Il y a des cas d'hépatite B que nous sommes en train de dépister à travers les enfants. Et des cas de paludisme et de parasitose. Nous faisons un dépistage systématique des enfants. Nous soignons les cas de palu et les cas d'hypertension, nous avons les médicaments. Ces soins gratuits pris en charge par les ressortissants ne sont pas les premiers gestes. Auparavant, ils ont financé l'adduction d'eau, l'installation électrique. Le plus important, c'est le fait que nous sommes réunis autour d'un même idéal et que nous parlons d'un même ton. Et surtout aussi, on a pris conscience, sans l'union, on ne peut pas avancer. Avec les investissements, une ville commence à naître en Ndiouria. Des corps de métier s'installent progressivement avec l'arrivée du courant électrique. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.